Monsieur le Président, bonsoir et merci de suivre cette édition. Retenez tout d'abord que le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience ce jour l'ambassadeur de la Mauritanie au Niger. Le diplomate mauritanien qui est allé féliciter Amadou Salifou dans sa nouvelle fonction a mis l'occasion à profit pour faire l'état des relations entre les parlements des deux pays. Cheikh Naouni Moulaïzen, ambassadeur de la Mauritanie au Niger. L'entretien était axé sur les relations entre la Mauritanie et le Niger, et surtout pour lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle fonction de président de l'Assemblée et voir dans quelle mesure on peut établir des relations entre les deux assemblées, l'Assemblée nationale du Niger et l'Assemblée nationale de Mauritanie. Et j'ai trouvé une prédisposition de sa part à raffermir ces relations et à les développer. La première dame, Hadja Aissata Issoufou, a pris part le 30 janvier dernier à l'ouverture de la 24e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et à la 14e Assemblée générale de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, OPDAS. C'était en présence de plusieurs premières dames et de partenaires de l'OPDAS. Envoyé spécial Sadi Sanda Amanissé. Tout comme ses autres sœurs premières d'Afrique, Aissata Issoufou a en effet pris part avec son époux, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, dans la capitale éthiopienne à l'ouverture des assises de la 24e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est déroulée au siège de la dite institution avec pour thème central année d'autonomisation des femmes et de développement pour la concrétisation de l'agenda 2063. Les First Ladies, qui étaient aussi à Addis, cadre des travaux de la 14e Assemblée générale ordinaire de l'OPDAS, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre les IST VIH-Sida qu'elles ont créée dans le seul but de contribuer aux côtés de leurs époux à la riposte au VIH-Sida en particulier et à l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations sur le continent en général. C'est pourquoi elles ne cessent chacune dans son pays de mener des actions multiformes et multiples en faveur des personnes vulnérables et démunies à travers des fondations de bienfaisance qu'elles ont mises en place et qui interviennent dans les domaines de la santé, l'éducation, l'environnement, l'autonomisation des femmes et la paix, entre autres. Au cours des assises qui avaient pour thème le renforcement des partenariats pour créer un environnement propice afin de mettre fin au sida d'ici 2030 et pour l'autonomisation des femmes vis-à-vis de leur droit à la santé sexuelle et reproductive, la première dame de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a, dans son mot de bienvenue, signalé la pertinence des différents points qui seront débattus et souhaité plein succès aux travaux de l'organisation. Après son speech, le commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine a présenté les vœux de son institution aux participants, fait cas de la fierté de sa commission concernant le partenariat avec l'OPDAS dans la lutte contre le sida, l'autonomisation des femmes dans leur droit à la santé sexuelle et reproductive. La présidente en exercice de l'OPDAS, première dame du Tchad, Inda Déby Itno, a pour sa part mis l'accent dans son discours d'ouverture sur les différentes préoccupations, notamment celle de mettre fin à la pandémie du sida, mettre fin au mariage des enfants en Afrique, qui est une violation de leurs droits, et enfin pour une autonomisation des femmes à la santé sexuelle et reproductive. Quant à Mme Ban Ki-moon, elle s'est apaisantie sur les efforts des premières dames par rapport à la PTME, la prévention de la transmission mère-enfant en vue de mettre fin à la pandémie à l'horizon 2020. Parce que selon elle, le déploiement de la PTME à grande échelle est que l'usage de traitements plus efficaces ont permis de réduire le risque de transmission du VIH pendant la grossesse et l'accouchement. Mais le risque de transmission est maintenant concentré au cours de l'allaitement. Ensuite, s'en est suivi les exposés des premières dames, des présentations relatives à la situation actuelle du VIH dans leur pays, les actions menées par chacune d'elles à travers sa fondation et les efforts fournis par leurs gouvernements respectifs dans le cadre de la riposte au VIH. Parmi les intervenantes, la première dame du Niger, Aissata Issoufou. Dans le cadre de la prévention
de gestion et de l'élimination du VIH-Sida, nous avions mis en œuvre de décembre 2013 à février 2014 un projet intitulé « Accompagnement des femmes enceintes séropositives pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida ». Le projet financé par l'OBDAS, que je remercie, a concerné 22 centres de santé intégrés CSI. Il a permis d'atteindre des résultats très encourageants, à savoir le rehaussement du taux de dépistage du VIH dans les centres concernés à 48%. En plus, 49% des femmes séropositives perdues de vue ont repris le protocole de suivi médical. La première dame a aussi parlé de la ligne budgétaire spécifique consacrée par le gouvernement du Niger pour l'achat des antirétroviraux et médicaments pour les maladies opportunistes et les efforts de la Fondation Gourivé Meilleur dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infantile et l'amélioration des conditions de vie des femmes victimes de la fistule obstétricale à travers plusieurs donations. Notons également au cours des travaux la signature du cadre d'action révisé par toutes les premières dames et les représentants désignés, ainsi que la projection de films documentaires par 3 pays, à savoir le Tchad, le Ghana et le Niger. Le film projeté par notre pays concernait le lancement par l'épouse du chef de l'État de la campagne de lutte contre le sida dans un lycée de la capitale. Une projection appréciée par les participants qui n'ont pas hésité de féliciter le Niger pour la détermination de sa première dame à vouloir booster la contamination de la pandémie hors de nos frontières. La marraine de la lutte contre le sida dans notre pays a enfin lancé un appel à l'endroit de ses sœurs de continuer au sein de l'OBDAS à défendre la position commune africaine sur l'agenda du développement post-2015 car elle exprime un engagement à éliminer les épidémies du VIH-Sida, de tuberculose et du paludisme en Afrique. Retour au pays où le président de la République Issoufou Mahamadou sera demain l'hôte des populations de Tawa, où il procédera au lancement des travaux de bitumage du tronçon Madawa-Bouza-Keta-Tamaski. Ici à Bouza, dans la région de Tawa, c'est ce site qui est retenu pour abriter les manifestations de lancement officiel des travaux de bitumage de la route Madawa-Bouza-Keta-Tamaski par le président de la République, chef de l'État. Et comme vous le voyez bien, toutes les commissions mises en place à cet effet sont à pied d'œuvre pour faire de cet événement historique une réussite totale. Programme de renaissance pour le Niger, volet route et piste rurale. Après la réhabilitation de la route Madawa-Sarnawa-Gidarumji, c'est le tour du tronçon Madawa-Bouza-Keta-Tamaski, actuellement en terre, de bénéficier des travaux de bitumage. Ce tronçon est long de près de 140 km pour une enveloppe de 35 milliards 658 millions de francs CFA. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise CGC en 20 mois. Travaux qui revêtent une importance capitale pour les populations de ces 3 départements desservis et au-delà de toute la population de la région de Tawa. La Renaissance, vraiment, c'est un programme ambitieux, c'est un programme vaste, c'est un programme, je dirais, englobant, en ce sens qu'il intègre toutes les préoccupations du peuple nigérien. Et quand vous prenez cette renaissance-là, le programme de la renaissance qui se décline en 8 axes, l'axe qui nous semble, qui nous est très cher aujourd'hui, c'est le 6e axe, celui des infrastructures, notamment la construction des routes. Et par rapport à cette route, qui, je dirais, 4 départements, Madawa, Bouza, Keta, département de Tawa, vraiment je trouve que ça serait une très bonne chose pour nous, surtout au niveau de l'éducation où nous avons des problèmes. Quand on affecte nos enseignants, ils ne viennent pas du fait de l'enclavement. C'est un vieux rêve de notre communauté, de notre rêve, c'est notre propre rêve et aujourd'hui qui est satisfait, c'est un grand offre de soulagement. Vraiment, nous remercions le président de la République pour cette œuvre grandiose. C'est une promesse déjà tenue et nous le remercions. Vraiment, on n'a pas de mots vraiment à dire par rapport à cette route, vu l'importance que cela requiert. Nous estimons que le président de la République a beaucoup fait et a bien fait et nous le remercions à travers l'ORTN. Vraiment, c'est une très bonne chose. C'est une grande fierté pour toute la population
du département de Bouza. Je crois que depuis fort longtemps, on attendait cette route. Dieu merci, avec la promesse et l'engagement du président de la République, son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, les choses se sont réalisées, se sont confirmées et ça va être réalisé. Donc vraiment, au nom de toute cette population, et à mon nom personnel, nous lui transmettons nos salutations, nos remerciements. Que Dieu le guide pour continuer son œuvre. Vraiment, merci, merci. Nous demandons à la population, depuis Kualama jusqu'à Bouza, de se mobiliser pour manifester sa joie de recevoir ces joyaux. Nous donc demandons à la population tout au long de la route de sortir massivement et applaudir le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. De par leur enthousiasme, on mesurera le degré de leur désir de la route et de leur mobilisation derrière le gouvernement de la 7e République. Pour d'autres leaders d'opinion, commerçants et transporteurs, cette route est un maillon essentiel de développement. Une fois bitumée, elle permettra de rendre fluides les transactions des produits agro-silvopastoraux pour booster l'économie de la région et faciliter l'accès aux services sociaux de base. L'équipe de la station régionale Orten Tawa s'est aussi intéressée à la situation socio-économique de la région. Selon le constat de nos reporters Sandan Tahi et Lawal Seni, Tawa regorge d'énormes potentialités. Contrairement à l'ancienne capitale de l'Ader qui n'avait rien de plus qu'une bourgade, dépourvue d'infrastructures et confinée dans ses traditions ancestrales, Tawa est aujourd'hui une ville qui amorce véritablement son développement. Depuis l'installation de notre conseil, d'importantes réalisations dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population ont eu à être réalisées. Et la construction du marché moderne de la ville de Tawa sera vraiment en fonds propres. La construction des 6 suites de bungalows au niveau de l'hôtel Bungalow. La construction d'un parking à l'hôpital, il est visible là-bas, et d'une guérite d'entrée. La construction et l'équipement de 12 classes au secondaire. La construction et l'équipement d'un bloc de 2 classes au primaire. La transformation de la case de santé du quartier Kouet en CSI. Et la dotation au HCR de Tawa d'une ambulance neuve. La construction d'un mur de clôture et au niveau du CSI du Kouet. Et la réalisation de 5 mini-forages dans la ville de Tawa et à Fonkoué. L'appui au COGES dans le cadre de construction des paillotes. 1000 tables bancs au profit du scolaire. Nous avons construit le mur de clôture et la case du gardien, un magasin à l'arrondissement communal 1 de Tawa. Nous avons fait des acquisitions de matériels roulants et dans le domaine de l'assainissement, nous avons mis en œuvre un programme de salubrité. Bientôt le pavé est actuellement, vous allez le constater. Si vous avez eu le temps de passer à notre machine de pavé, on est dans un système accéléré de production du pavé. Et les quartiers qui vont recevoir ce pavé-là le plus tôt possible, c'est le quartier Wadata, le quartier Malala et au niveau de Savongri. Nous avons distribué des semences et des intrants agricoles dans le cadre du programme de Renaissance. La mise en place des intrants d'embauche bovine. Toutes ces réalisations pour l'année 2014 s'élèvent à plus de 6 milliards pour une prévision de 7 milliards 900 vers la ville de Tawa, soit un taux d'exécution de l'ordre de 79,85%, soit 80%. L'État a bien accompagné vraiment le processus de la décentralisation et on s'en félicite beaucoup avec les partenaires aussi techniques et financiers. Et je n'oublierai pas mon partenaire du département de Saône-et-Loire qui vraiment dans le cadre de la coopération décentralisée, on mène une coopération exemplaire. Aïchatou, la première dame qui l'ONG Bouri Vimeur, et d'ailleurs qui a fait ses performances dans le cadre des appuis aux communautés de la ville de Tawa et au Niger même tout entier. Nous les en félicitons à plus d'un titre. Il y a aussi le docteur Lala Malika qui, à travers vraiment, il y a très récemment, elle a fait des performances, elle a donné des vivres de quantité très importante, de presque 1 milliard qu'elle a eu à mettre à la disposition au niveau social. Et au niveau de la santé, elle a mis à la disposition de la santé des appareils vraiment de radiologie
et même un groupe électrogène au niveau de la maternité Tassili. En outre, les autres réalisations prévues en perspective viendront renforcer les actions salvatrices du maire central au profit de la population. En perspective, le conseil de ville de Tawa aujourd'hui a approuvé vraiment et a félicité à plus d'un titre la construction des pavés, des rues pavées que nous allons effectuer. Je pense que avec 1 milliard et d'ailleurs avec les efforts encore internes, nous allons arriver à plus de 10 km à réaliser d'ici l'année 2015. Nous avons programmé aussi créer un parking de gros porteurs à la sortie de la ville, vers Koloma, le fonçage et la réhabilitation de points d'eau villageois, l'extension d'eau, des réseaux d'eau et la création de bornes fontaines un peu partout dans la ville de Tawa, l'achat et la pose du matériel d'éclairage public et l'acquisition aussi du matériel de l'assainissement, le gouvernement de la 7e République avec à sa tête son excellence Alhaji Mamadou Issoufou et le gouvernement dirigé par Brigitte Raffini, et vraiment ils ont fait une performance. Après ce qu'on a fait à Dosso, aujourd'hui Maradi, aujourd'hui le président a dit que non, vous aussi les grandes villes, on va pouvoir vous laisser, on vous fait dotation de 1 milliard pour que vraiment vous continuez les efforts de l'assainissement en attendant le programme des fêtes tournantes. Et dans 2-3 mois, vous allez constater qu'on va lancer la grande machine de l'assainissement de la ville de Tawa. Ces infrastructures ont aujourd'hui changé très significativement le visage de cette ville et relevé le niveau de vie de la population. Le ministre de l'Intérieur est dans la région d'Agadez pour une visite de travail. Assimi Massaoudou est allé s'inquérir des conditions de vie et du travail des forces de défense et de sécurité œuvrant dans la région et aussi leur exprimer la reconnaissance des autorités de la 7e République, en tête le président de la République Issoufou Mahamadou. Cette mission, qui s'inscrit dans le cadre des activités du Conseil national de sécurité dépêché par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, conduite par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières religieuses, comprend également plusieurs personnalités civiles et militaires. À Dirkou, Tokom, à Sigidim et Sherfa, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation des affaires coutumières religieuses, a eu des rencontres avec le chef traditionnel du Kawar et encouragé l'ensemble des forces de défense et de sécurité en activité dans le Kawar. Assimi Massaoudou leur a transmis les salutations du président de la République, chef de l'État, Alhaji Issoufou Mahamadou, et du premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a rappelé les différents défis qui se posent dans la zone, en premier chef lié les défis sécuritaires. Les chefs traditionnels ont réaffirmé leur engagement, comme à l'accoutumée, d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité pour dénoncer toute personne suspecte. En route pour Jado, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses a marqué un arrêt à Chirfa pour visiter un forage réalisé par la commune rurale de Jado pour un coût global de 74 800 000 francs CFA. La délégation a aussi contemplé l'effort de Jado, les sites situés à 400 km au nord-ouest de Bilma et 1100 km d'Agadez, dans une vallée limitée d'un côté par une chaîne de collines verdoyantes, a réussi la visite du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses. Assimi Massaoudou a été surpris de voir des orpailleurs de nationalité tchadienne, soudanaise et libyenne sur les sites qui n'ont pas caché la reconnaissance à l'État du Niger. Après avoir écouté toutes les explications fournies par les services de mines, Assimi Massaoudou a instruit séance tenante les forces de défense et de sécurité pour leur rapatriement conformément à la réglementation en vigueur et à mettre en exécution les consignes claires à la sécurité du site. Après, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation des affaires coutumières religieuses, a rencontré le détachement militaire basé sur le site. Il s'est exprimé en ces termes. Donc, nous sommes venus avec vos chefs vous rendre visite et nous enquérir de vos conditions de vie. Vous marquez le soutien du président de la République, chef suprême des armées, pour la mission que vous exécutez ici, dans des conditions extrêmement difficiles. La reconnaissance du gouvernement par rapport à l'abnégation, au courage avec lequel vous exécutez votre mission. Nous constatons les conditions
austères et extrêmement difficiles dans lesquelles vous êtes. Donc je suis là pour vous exprimer la reconnaissance de la nation et notre fierté de voir nos soldats ici marquer la présence de l'État sur toutes les portions de notre pays. Nous sommes fiers de constater que l'État nigérien est là à travers vous et que la nation nigérienne en est fière. Il a aussi rencontré les orpailleurs de nationalité nigérienne et échangé avec eux sur leurs conditions de vie. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières religieuses leur a transmis les salutations du président de la République, chef de l'État, Alhaji Issoufou Mahamadou, et du premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafini. Savannah Petroleum, société britannique évoluant dans le secteur de l'exploitation pétrolière, a procédé le mercredi 14 janvier dernier à l'inauguration de son siège national au quartier Kwarakano de Niamey. C'était à l'occasion d'une sympathique soirée qui a enregistré la participation de l'envoyé spécial du Premier ministre britannique, du représentant du Royaume-Uni pour le Sahel, l'honorable Stéphane O'Brien, du ministre d'État en charge de la coopération, Bazoum Mohamed, et du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fouma Koigado. Le compte rendu de Gérard Abdelaziz. Ce geste solennel du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fouma Koigado, et du représentant du Royaume-Uni pour le Sahel, l'honorable Stéphane O'Brien, marque symboliquement l'inauguration du siège national de Savannah Petroleum, société britannique évoluant dans le secteur de l'exploitation pétrolière au quartier Kwarakano. Prenant la parole en premier lieu, l'envoyé spécial du Premier ministre britannique David Cameron et représentant du Royaume-Uni pour le Sahel a dit sa joie de se retrouver au Niger, pays qu'il a connu pendant qu'il était encore jeune étudiant. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité pour tous à célébrer cet testament de cette nouvelle dynamique pour le Niger, pour le Royaume-Uni comme la bonne nouvelle partenariat pour le Niger. Pour complémenter tous les autres du passé. Mais maintenant, nous avons un futur qui est très clair parce que maintenant, Niger veut avoir un futur avec beaucoup de prospérité, beaucoup de santé et beaucoup d'opportunités pour tous les peuples. Alors, c'est un grand privilège pour moi de confirmer l'ouverture de ce siège pour l'entreprise Savannah et pour tous ses partenariats ici en Niger. À son tour, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a salué l'esprit innovateur et la détermination de cette société qui s'est rapidement mise à la tâche en se faisant un point d'honneur de respecter ses obligations contractuelles. Je voudrais saluer l'engagement de cette société parce que depuis pratiquement 3 ans et demi que nous signons de convention avec une douzaine de sociétés. C'est la première qui nous a renvoyé véritablement des signes de détermination d'aller en avant dans le cadre de la prospection pétrolière. Et comme le dit l'adage, qui cherche trouve. Nous espérons avec leur détermination effectivement qu'ils vont chercher et qu'ils vont trouver. Ils vont trouver pour le bénéfice d'abord de Savannah, mais également pour le bénéfice du peuple nigérien de manière générale. Quant au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, il a indiqué que la présence de Savannah Petroleum au Niger est un des résultats du Forum de Londres tenu en juin 2012 sur les investisseurs qui traduit l'intérêt sans cesse croissant des firmes internationales pour notre pays devenu de plus en plus attractif. Notre pari, ainsi que nos prières, c'est que Savannah Petroleum Niger participe à ce que nous nous proposons de réaliser d'ici 2 ans lorsque nous aurons construit le pipeline qui va permettre d'exporter le pétrole brut nigérien. Des perspectives réelles existent et une société anglaise, ça nous permet de diversifier nos partenaires, ça nous permet de bénéficier d'autres technologies. Il faut noter que Savannah Petroleum dispose d'un aéronef équipé de technologies de pointe pour les recherches pétrolières de précision. Elle entend appuyer le Niger dans l'exploitation du riche potentiel de son sous-sol.
Poursuivant ses visites dans le cadre de l'organisation à Niamey du championnat d'Afrique des nations de moins de 17 ans, le ministre de la Jeunesse et des Sports était ce matin à l'hôpital national Lamordé, à l'hôpital national et à la clinique Magori pour s'inquérir des dispositions prises pour accueillir les hôtes à cette manifestation d'envergure continentale. Mamadou Guingarey, Abdoulaye Amidou. De l'hôpital de Niamey, en passant par l'hôpital Lamordé et la clinique Magori, le ministre Abdou Karim est allé constater les dispositions prises par la commission santé de la COCAN U17. Car, comme on le sait bien, la santé figure parmi les priorités de toute organisation. Ainsi, au pavillon de la francophonie de l'hôpital de Niamey, 4 chambres VIP sont réservées exclusivement, mises à la disposition de l'événement. À l'hôpital Lamordé, 6 à la rive droite, la délégation s'est rendue au pavillon de néphrologie. Ici, des soins intenses de dialyse sont dispensés. Et à la clinique Magori, il s'agissait pour le ministre Abdou Karim Damalam de visiter le matériel IRM, imagerie à résonance magnétique, un matériel unique au Niger que la CAF et la FIFA utilisent pour déceler le vrai âge des joueurs de cette catégorie de moins de 17 ans. Les officiels qui vont venir, peut-être que quelqu'un aura besoin d'être dialysé, donc il faut toujours prévenir. C'est pour cela qu'on est allé au centre de dialyse, essayer de voir si on peut aménager une salle dans le cadre de cette CAN 17. Le ministre en charge des sports sort satisfait encore une fois au niveau de la préparation, au niveau du volet santé. Nous sommes en train de voir quels sont donc les plateaux techniques qui peuvent être offerts à d'éventuels malades qui solliciteraient des soins. Et, ma foi, nous avons vu et rencontré des médecins déjà avertis, déjà prêts à accueillir donc cette compétition. Alors, pour vous dire que je sors complètement satisfait, comme hier, en tout cas de cette visite que j'ai eu à faire, et je souhaiterais que le clément, le miséricordieux puisse nous montrer donc ce jour-là le début de cette compétition et la fin de cette compétition, et que surtout que ce soit le peuple nigérien qui gagne et que ce soit l'Afrique tout entière qui gagne. Partout où le ministre est passé, ce sont des médecins dévoués pour la cause qu'il a rencontrée. Des médecins qui mettent en avant le Niger car la réussite de la CAN U17 constitue un défi national. Réunion ce matin à Niamey du Conseil consultatif du Hajj et de la Oumra. Le bilan du Hajj 2014 est au cœur de cette rencontre présidée par le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra, président du dit Conseil, Jocelyne Amoussou Issoufou Souleymane. Le Conseil consultatif du Hajj et de la Oumra comprend tous les acteurs concernés d'une manière ou d'une autre par le pèlerinage à la Mecque, notamment les associations islamiques, certains ministères publics, les agences de voyage entre autres. Cette rencontre vise à examiner les forces et les faiblesses du Hajj et de la Oumra de l'année dernière avec l'aide de plusieurs supports. Ceci pour améliorer en amont et en aval les conditions des pèlerinages à venir. Ainsi, vous aurez premièrement à vous pencher sur le rapport général du Hajj 2014. Vous aurez aussi à examiner un projet de cahier de charge des années de voyage et vous aurez à examiner aussi des textes sur le convoyage et sur l'organisation de la Oumra. Face aux difficultés, le Hajj, que connaît le Hajj, face à toutes les remises en cause que connaît le Hajj, le recours, c'est le recours à l'enseignement des valeureux compagnons et des prédécesseurs. L'actualité oblige, d'autres points se sont greffés à l'ordre du jour, tels les événements malheureux du 17 et 18 janvier dernier. À ce titre, le président du Conseil consultatif appelle à savoir raison garder. Je réaffirme notre attachement à l'islam tolérant que nos populations ont toujours pratiqué. Et à votre nom à tous, nous condamnons tous les excès d'où qu'ils viennent. Que Dieu, le Tout-Puissant, nous en préserve. La sérénité est revenue. Mais les leçons doivent en être tirées. À votre nom à tous, je présente nos condoléances aux familles attristées et notre compassion à ceux qui ont perdu des biens et nos souhaits de rétablissement
à ceux qui sont encore en état de santé insuffisante. Le second événement, c'est la disparition, le 23 janvier 2015, du roi d'Arabie Abdallah ibn Abdelaziz. À votre nom à tous, je présente toutes nos condoléances à la famille royale et au peuple frère d'Arabie Saoudite. De même que nous présentons nos félicitations au roi Salman ibn Abdelaziz pour son accès à la tête du royaume. Une rencontre de 24 heures dont les effets se feront ressentir lors du Hajj prochain. Inaugural du centre opérationnel rénové de la gendarmerie nationale, suivi de la remise officielle du guide sur la protection des droits de l'homme. C'était ce matin à Niamey. L'objectif poursuivi par ECAP Sahel Niger à travers cette cérémonie est d'apporter son soutien aux autorités nigériennes dans le renforcement de leur dispositif sécuritaire par le biais du conseil et de la formation. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du haut commandant en second de la gendarmerie nationale, nous rapportent Sekina Abdou et Mohamed Adam. Il s'agit au cours de cette double cérémonie de procéder à l'inauguration d'un centre de renseignement opérationnel rénové et équipé, mais aussi à la remise officielle du guide sur la protection des droits de l'homme. Une initiative de la mission ECAP Sahel Niger de l'Union européenne qui vise de manière globale à mettre en place une approche intégrée, cohérente, durable et centrée sur les droits de l'homme en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. La mission ECAP Sahel Niger, c'est une mission civile de formation et de conseil, mais on essaie quand même de coupler à nos formations à chaque reprise des projets, et comme ça on essaie de donner à l'occasion d'une formation ou bien de l'équipement ou bien des manuels quelque chose de concret. Notre vocation, c'était de vous apporter une aide au sein de la mission, d'une part en termes de formation, d'autre part en termes d'équipement pour vous donner les outils de prise de décision dans le cadre d'une gestion de crise. Alors le dispositif que l'on a mis en œuvre et que l'on met en œuvre aujourd'hui avec vous au sein du centre opérationnel de la gendarmerie de Niamey va être prochainement mis en œuvre avec vous à la fois à Agadez pour cette année, et on a un programme de développement également qui va concerner Zinder. La réhabilitation et l'équipement du centre à hauteur de 30 millions de francs CFA et la dotation en guide sur la protection des droits de l'homme par les forces de défense et de sécurité d'une valeur de près de 4 millions de francs CFA est salutaire pour le haut commandant en second de la gendarmerie nationale. Ce centre, outil de travail indispensable, renseigne et oriente les différents chefs hiérarchiques dans la chaîne de commandement pour la prise de décisions conséquentes sur le plan des opérations à mener. En raison de l'importante évolution intervenue dans notre pays et afin de répondre aux exigences de l'état de droit, ce recueil de pratiques à observer en tout temps dans l'exécution de nos missions répond à un triple souci. Souci d'efficacité au profit de l'État et des citoyens, souci de protéger le personnel exécutant et souci d'adopter un comportement empreint de politesse, de retenue et de correction. Cette cérémonie permettra de renforcer davantage les compétences techniques de ces acteurs de sécurité que la gendarmerie, cette force humaine au contact de la population et constamment en relation avec les autorités administratives, judiciaires et militaires dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.